Paddy de Baddy, Paddy Pimblett continue son ascension et vient maintenant titiller le top 10 des lightweight. Avec 4 bonus en 6 combats UFC, il sera en co-main event de l'UFC 314, opposé à Michael Chandler, l'homme aux 5 bonus en 6 combats UFC. Un gros banger qui viendra la semaine qui suit Josh Emmett, qui a une puissance de frappe effrayante, contre Liron Murphy, le fin technicien. Le game plan Pimblett-Chandler, suivi de la preview de l'UFC Murphy contre Emmett, c'est maintenant avec Brian Boulan. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. Sous Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Premier sujet, Brian, le co-main event de l'UFC 314. Qu'est-ce qui t'intrigue dans l'opposition entre Paddy Pimblett et Michael Chandler? Ce qui m'intrigue, moi, c'est toujours Michael Chandler, hein, clairement. Ça va être encore toujours ma grande interrogation. Est-ce qu'il va être capable de réfléchir un petit peu à ce qu'il fait, tu vois? Parce que je pense que sur un combat comme ça, il y a vraiment des grandes lignes écrites. Ouais. Et je pense que les grandes lignes écrites, j'ai peur enfin voilà, c'est énorme et qu'ils les suivent pas, tu vois. Ouais, à 100%, à 100%. Enfin voilà. Donc ça, c'est ma grosse interrogation. Et je pense que c'est une interrogation que tout le monde a au vu des codes de Paris aussi, tu vois. Oh, clairement. Voilà. Et au vu des votes aussi. Après, voilà, moi, je me suis fait une raison, hein. Pour moi, Chandler, c'est le combattant généreux et compétent qui, par son style, sera toujours dangereux pour n'importe qui, mais n'ira plus jamais vers la victoire parce qu'il lui manque justement ce côté concentré vers une victoire, venir bien préparé, venir avec quelque chose de spécifique par rapport à son adversaire, quoi. Mais je pense qu'il est concentré et je pense qu'il sera bien préparé. Je pense qu'il a les armes spécifiques, mais je pense que les fils rouges qu'il doit suivre, il va pas les suivre, tu vois. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et du côté de Paddy Pimblett, j'avoue que je suis de plus en plus convaincu. Ceux qui se souviennent, voilà, quand il a débarqué à l'UFC, j'avais dit que pour moi, il avait pas ce qu'il fallait pour arriver dans le top 15. Il m'a fait mentir, clairement, puisque maintenant il y est et il a une opportunité ici de rentrer dans le top 10. Donc, il me convainc de plus en plus, mais la question, c'est de savoir où est la limite de son côté généreux, parce que lui aussi, il a un côté généreux. Slash, est-il capable de modifier ça pour être un peu plus axé victoire? Et j'ai l'impression que contre King Green, il nous a donné des bribes d'un combattant qui est en train de revoir son style pour monter le plus haut possible. Moi, j'ai l'impression, en regardant ses derniers combats, qu'il est clairement là pour la victoire, tu vois. Il est ouais. Moi, surtout contre Green. Contre Green, j'avais encore des petits doutes, j'avoue. Contre qui? Contre Ferguson, j'avais encore des petits doutes sur son approche. Pour Ferguson, alors clairement, il y a des choses. Esthétiquement, c'est pas encore trop ça. Non. Mais je trouvais vraiment dans une démarche assez prudente de vouloir prendre ses rounds, de vouloir gagner. Et au-delà de Tony Ferguson, enfin voilà, on va pas rediscuter sur sa longue série de défaites, mais je pense que pour ce combat contre Paddy Pimblett, il était bien préparé. Sincèrement, je pense qu'il était bien préparé et qu'il a fait pas le combat de sa vie, on va dire, mais le combat de ce moment-là de la vie, tu vois. Ouais, c'est ça, de ce moment-là de la carrière. Ouais. Okay. C'était pas il a pas eu un Tony Ferguson qui venait non, un Tony Ferguson qui n'était plus du tout au niveau où il était avant. Mais pour le niveau qu'il avait, eh bien, il était bien préparé. Voilà. Allez, on va analyser Paddy Pimblett contre Michael Chandler juste après notre Tale of the Tape. L'algorithme Fight Minds et l'UFC ne sont pas d'accord sur Michael Chandler. 7e à l'UFC, il est 21e selon Fight Minds. Il affiche un palmarès de 23 victoires pour 9 défaites, dont 2 victoires en 6 combats à l'UFC. L'ancien champion du Bellator possède 11 KO et 7 soumissions dans ses victoires, soit 78% avant la limite. Paddy Pimblett est 12e au ranking UFC et 9e au classement Fight Minds. Il a remporté 22 de ses 25 combats et est invaincu sous la bannière de l'UFC en 6 sorties. L'ancien champion du Cage Warriors a remporté 50% de ses
combats par soumission et 5 par KO, soit 73% avant la limite. L'Anglais profitera de 5 cm de taille et 3 cm d'allonge grâce à 1m78 pour 1m85. Statistiquement, pas de grande différence, on voit deux athlètes qui offrent des combats assez engagés et qui touchent tous les départements du MMA. Après avoir battu Hooker, Michael Chandler a disputé le titre vacant contre Charles Oliveira en mai 2021 et s'est incliné au deuxième round. Il perd ensuite une guerre face à Justin Gaethje, rebondit contre Tony Ferguson sur un front kick au visage absolument effrayant. Il se fait ensuite soumettre par Dustin Poirier au troisième round, puis tente de prendre sa revanche contre Oliveira, en vain à la décision en novembre dernier. Paddy Pimblett est arrivé à l'UFC sur une série de 2 victoires qu'il a maintenant étendue à 8. Les 5 dernières sont face à Vargas par étranglement en mars 2022, puis Leavitt par étranglement, avant d'enchaîner 2 décisions sur Gordon et Ferguson. Sa dernière sortie date de juillet dernier, où il a endormi King Green dans la deuxième reprise. Notre communauté a voté, Brian. Vas-y. 1500 votes, c'est un bel échantillon. Ah oui. Et pour la toute première fois de notre histoire, et peut-être même la seule fois de notre histoire, parce que sur 1500 votes, il faut le faire, c'est une pure et une exacte égalité. 50-50 au moment de l'enregistrement. Ah ouais. Ah ouais, hier j'étais là, je prenais mes notes, ça variait entre 51 et 52 du côté de Paddy Pimblett sur les premiers votes. Je suis allé me coucher, on était à 1100 ou 1200 votes. Et voilà, sur les 300 votes de la nuit, ça s'est rééquilibré. Donc on est sur un pur 50-50. On a le choix, on peut commencer par Chandler ou par Pimblett. On va peut-être s'attaquer au profil de Chandler, parce que c'est lui qui était d'abord underdog selon notre communauté, qui a rattrapé sur le fil, on va dire. Donc forcément, quand on parle de Chandler, on parle de combat engagé, avec ce côté appréciation de la violence, des combats qui peuvent vraiment aller dans tous les sens, debout, au sol, en lutte, un peu de tout. Il est explosif. S'il connecte, ça fait très mal. S'il lutte, il arrache du sol et il pense pas, il réfléchit pas au contrôle qu'il doit suivre derrière. Il a vraiment un gros cœur et un gros mental. C'est généreux, ça plaît au public d'action, ça plaît même au public général. Tous ceux qui sont pas axés stratégie vont kiffer Michael Chandler. Voilà, maintenant il a 38 ans, il combat pas avec sa tête. Son incroyable athlétisme fait partie de ses forces, sa générosité le rend dangereux. Mais comme tu dis souvent, on a les défauts de nos qualités. Son côté un peu explosif, généreux, engagé, ça le rend très ouvert aussi. Est-ce que c'est un bon descriptif du profil de Michael Chandler à l'instant T? Ah oui, je pense. Hein. Ouais. Je pense que moi, si je pouvais rajouter, je dirais quand même que c'est un petit gabarit, donc très trapu pour ses catégories. C'est un ancien lutteur NCAA. Si je dis pas de bêtises, je pense qu'il a fait NCAA. Hein. Ancien lutteur qui n'a pas non plus été dans le top de la division pendant des années, mais il a fait une transition en MMA, qui a fait une transition surtout en boxe anglaise, qui marche très très bien avec les lutteurs, parce qu'ils ont une bonne capacité à transférer la puissance. Et moi aujourd'hui, je le décrirais vraiment comme un boxeur lutteur. Droitier. Dans son style de combat, ce que j'ai noté, c'est qu'il rentre beaucoup avec travail au corps, travail à la tête, et souvent avec des shifts, donc en changeant de garde, en avançant, et surtout avec des larges crochets. Et donc, faut imaginer quand même que tu es en déplacement, tu es relativement petit, tu envoies des crochets qui sont relativement larges, et tout ça fait que je trouve qu'il est relativement précis quand même. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de distance à couvrir, et en plus de ça, je rajouterais qu'il est très bas sur ses appuis, donc il paraît encore plus petit que ce qu'il n'est réellement, parce que quand tu regardes la différence de taille avec Paddy Pimblett, c'est 5 cm, je pense, officiellement. Quand ils sont dans la cage, tu auras l'impression qu'il y a 10 cm d'écart, de par leur posture aussi. De par leur posture, on a un Michael Chandler qui a tendance à vraiment descendre la tête pour pouvoir envoyer ses frappes, et c'est vrai que quand même, sur ses crochets, c'est relativement précis, tu vois. Donc c'est assez étonnant comment il est capable de toucher souvent une cible mobile, hein, la tête de son adversaire, dans des positions où tu te dis que ça va être compliqué, quoi. Ouais. Et comme tu l'as dit, donc très très généreux, bon lutteur, donc sur les takedowns il explose bien. Par contre, son grappling pour moi est assez catastrophique. Ça, c'est ses points négatifs. On a parlé de son intelligence de combat. Ouais. Donc, quand on parle d'intelligence de combat, ça va être dans ses choix stratégiques. On se rappelle l'avoir vu, par exemple, connecter. Alors, c'était qui? Dustin Poirier? Non? Ouais. Où il le touche, et il va prendre le double leg. Mais il a refait exactement la même chose, par exemple, avec Charles Oliveira. Donc, il le connecte. Et puis, au final, il va dans sa garde
pour tenter de mettre des coudes, tu vois. Donc c'est pas forcément le meilleur choix. Il faut mieux prendre de la distance et frapper. Et puis alors son grappling, pourquoi moi je trouve relativement mauvais, c'est que contre Charles Oliveira, il est en demi-garde, il va se tourner du mauvais côté pour se lever en donnant son dos, en donnant un crochet, tu vois, c'est vraiment des erreurs, c'est vraiment étonnant hein, en combat à ce Surtout niveau-là. contre un Charles Oliveira. Enfin, Ça rend le choix encore moins bon, quoi. Ouais, mais même, enfin, je sais pas, rendez-vous compte, t'es au sol, t'es dans la demi-garde comme ça, tu te tournes du côté opposé, tu vois. Donc le mec, il a le bras en dessous de ta gorge, tu lui donnes un crochet, il a juste à s'asseoir et prendre ton dos, tu vois. Ouais. Regardez cette phase, elle est lunaire. À ce niveau-là, elle est vraiment lunaire. Donc ça, c'est dans les choix qui sont assez étonnants. Il est dans le dos, il se jette en arrière, tu vois, pour se mettre encore plus Ouais, mais ça, c'est le 5e round. J'ai envie de dire, c'était pour, je crois, il savait qu'il allait perdre. C'était pour le highlight ou. Ouais, mais bon, ça fait penser au Bah, mec, ouais. tu te rappelles, au Pride qui dit au revoir comme ça avant de se faire soumettre, là, tu Non, vois. il dit Hello Japan. Hello Japan, voilà. Ouais, il aurait dû dire bye bye Japan plutôt. Mais bon. Ça aurait été mieux. Ouais. Il y a ça, qu'est-ce que j'avais noté sur... Ah oui, tu vois, il touche, il est au-dessus, il y a des up-kicks qui arrivent, il a la tête dedans, quasiment, il cherche à frapper à travers le up-kick, tu vois. C'est des choses, des fois, qui ont montré que, voilà, ça n'allait pas passer. Et c'est vrai que, c'est notamment une des raisons pour laquelle il reste dans le top et dans le top 5, c'est qu'il est très très bon, très puissant. Au-delà de son âge, il a maintenu un physique qui est largement supérieur à une bonne partie de la division. Et je pense qu'il fait très très attention à ça, à son physique, tu vois, être aussi bien sur tout. Mais par contre, ce qui lui manque, c'est toujours cette intelligence de combat. Et surtout, en particulier, dans les phases de grappling. Ouais. En particulier. Hein. Alors, Ouais, vous clair, aussi, clair. hein, vous pourrez me dire. Mais... Je pense que c'est assez clair qu'il est beaucoup plus dangereux debout qu'il ne l'est une fois que ça touche ouais. le sol. Il a montré de belles choses au sol, donc je pense qu'il y a un côté assez bon grappleur, mais pas spécialement adapté au MMA ou pas spécialement adapté à la victoire. Mais faut être honnête, il a maintenu un sol de lutte, alors il est bon quand il est au-dessus, clairement. Donc il va être au-dessus, il va frapper. C'est vrai que quand on regarde, quand il est dans la garde de Charles Oliveira, quand il frappe, c'est solide, hein. Il est capable de tenir la tête, d'envoyer des crochets quasi que avec l'épaule, et ça a l'air de vraiment taper fort. Ouais. Et pour qu'il soit, entre guillemets, aussi confiant sur sa capacité à terminer un Charles Oliveira dans la garde, je pense qu'il sait que ça tape fort, tu vois. Ouais. Ses coudes étaient très bien travaillés aussi pour pouvoir frapper. Mais voilà, sur la question technique vraiment grappling, tout ce qui va être une fois qu'il est dos au sol, une fois qu'il y a des risques de soumission, ou même sa guillotine qu'il place contre Charles Oliveira. C'est pas celle de... Ouais. Tu vois la différence avec d'autres, c'est-à-dire que sa jambe est au niveau des fesses, donc il n'y a pas de contrôle réellement. Et non, il y a un ensemble de choses qui montrent que c'est pas, c'est normal, hein, tu peux pas non plus... Il a pas fait de transition vers le grappling. Ouais. Enfin voilà, je pense qu'on doit toujours garder un petit peu à l'esprit ce qui se fait au top niveau en grappling et puis des gars qui sont un petit peu plus loin parce qu'ils ont privilégié d'autres choses. Voilà. Le cardio, le physique, la boxe MMA, la lutte MMA. Forcément, si tu te concentres là-dessus, tu peux pas avoir le niveau que certains ont. En grappling pur. Oui, là on a fait un profil très complet, donc on va passer à Paddy Pimblett et les gens apprécient énormément lorsqu'on a l'occasion de parler d'anciens combattants du Cage Warriors, car on les connaît très très bien. Je te laisse la place donc pour établir le profil de la plus belle touffe de l'histoire du MMA. Mais c'est pas une manière de le décrire, hein, c'est pas voilà, il a vraiment une belle touffe, mais Paddy Pimblett, je pense que c'est un excellent grappleur. Ouais. Voilà, très très bon grappleur, droitier. Assez plutôt grand pour la division, hein, qui gère plutôt bien son allonge. C'est un opportuniste, mais au-delà d'être un opportuniste, parce que des fois quand on le voit placer des soumissions, on se dit mais l'autre a fait une erreur. Non, ça c'est vraiment un opportuniste et c'est un très très bon technicien. On en a déjà parlé.
pour avoir vu un petit peu sur les quelques vidéos qu'il a fait pour expliquer comment il place des techniques et tout. Il est dans le détail, il est vraiment précis. C'est une grosse tête, j'ai envie de dire, enfin entre guillemets. C'est quelqu'un qui intellectualise son grappling de MMA qui est très bon. Debout. Alors, il a un bon menton, voilà. Qui est à la fenêtre. Voilà, il a un bon menton bien à la fenêtre, mais c'est un Scouser, comment on appelle ça? Un Scouser, we don't get knocked out. Un Scouser, avec l'accent voilà. de Liverpool, évidemment. C'est un mec de Liverpool et apparemment les Scousers ne se font pas mettre KO. Voilà, ils se prennent des knockdowns peut-être, mais pas de KO. Et voilà. Alors debout, c'est étonnant, on va dire ça comme ça. Étonnant parce que c'est vraiment un peu ignorant style, tu vois. Un peu genre t'as l'impression d'avoir un débutant qui boxe avec, comme tu dis, à la fenêtre, des frappes, la tête légèrement en arrière, des low kicks. Il utilise relativement bien ses kicks, mais alors t'as des low kicks qui sont, on en a parlé il y a 1 ou 2 semaines, où il garde sa tête vraiment à distance de frappe de boxe, et c'est flippant, quoi. Et c'est flippant. Ouais. Et donc voilà, donc ce mix un peu opportuniste, un peu pas forcément excellent en lutte, hein, mais il a montré de très très belles choses en lutte, surtout avec ses judo throw, ses projections de judo. Mais ce mix entre un style vraiment étrange, debout, opportuniste au sol, fait qu'on a du mal un petit peu à évaluer son véritable niveau. Et c'est comme ça que je le décrirais. Ses faiblesses, pour moi, c'est surtout debout. Il est capable de, enfin voilà, on peut le voir complètement désengagé en ligne, on peut le voir mal utiliser ses kicks en gardant sa tête à distance de frappe. Défensivement, c'est assez perméable quand même. Ouais. Et ça s'appuie quand même sur un bon menton quand même. Ouais, en fait c'est ça, c'est comme tu le dis. Il a pas peur d'aller dans la boîte, je pense, parce qu'il a un bon menton, il a cette capacité à prendre le coup et à rester dans l'échange, ce qui peut être dérangeant même pour un bon striker. Ouais. Le côté offensif et agressif debout est pas si mauvais que ça, je le trouve pas imprécis. Les combinaisons sont pas belles, mais ça touche. Tu regardes certaines combinaisons dans le premier round contre Ferguson, tu fais franchement c'est chaud de défendre ça, tu vois, ça vient dans tous les sens, ça vient relativement rapidement sur plusieurs angles. Il va inclure un genou sauté dans le tas et ça peut bien toucher, ça peut perturber aussi parce que il a aussi ce style où t'as plein d'infos visuelles qui viennent parce qu'il a je vais pas dire un corps, mais il a une gestuelle un peu atypique, donc tu sais pas trop d'où viennent les attaques. Donc voilà, c'est pas beau, c'est perméable défensivement, mais de l'autre côté offensivement c'est plutôt pas mal. Et comme tu l'as dit, voilà, une fois que c'est au sol, c'est son monde, il fait partie des meilleurs grappleurs de la division à coup sûr. Et la soumission contre Green, là, t'as l'impression qu'il y a des petits automatismes atypiques de nouveau ou créatifs qui sont ancrés chez lui, tu vois, la manière dont il va snatch la guillotine un peu de manière opportuniste et directement quand il la lâche, il est sur le triangle, sa jambe était positionnée pour déjà pouvoir attaquer directement le triangle derrière. Les triangles, il les place bien, mais il a toujours du mal à les finaliser. Ça met toujours du temps, tu vois. Entre le moment où il lock son triangle et le moment où son adversaire va abandonner, il y a toujours une durée, mais au final, ça fonctionne. Son triangle sauté en début de carrière, c'était pareil, tu vois. Il y a le triangle sauté, tu te dis, on va mettre ça dans un highlight, mais en fait, entre le moment où il saute le triangle et le moment où il y a le tap-out, il y a 1 minute. Mais voilà, je pense que au sol, ultra dangereux. Parce que cérébral, créatif, logique et simplement doué. Ouais. Et puis alors, ce qu'on a oublié de dire, effectivement, quand tu parlais d'offensive, il utilise bien ses armes longues, hein. Son jab est plutôt bon, ses front kicks. Front kick, alors, sur le sol, une de ses particularités en plus d'être technique, c'est qu'il il a une belle souplesse de hanche. Il est capable de vraiment rapprocher son pied de sa tête, etc. Il a des longues jambes. Et ça joue, et c'est une des raisons aussi pour laquelle il est aussi bon sur les triangles, tu vois. Ça prend un petit peu plus de temps, forcément, parce qu'il est un peu plus longiligne. Et pour en revenir à cette guillotine qui est excellente, et on se demande comment il passe d'une guillotine à un triangle aussi facilement. On en a parlé, Michael Chandler prend la guillotine et il a sa jambe qui est très très loin à l'arrière, donc quasi sur les fesses, alors qu'il devrait être beaucoup plus haut. Et là, on a un Paddy Pimblett, quand il prend la guillotine, ses jambes vont directement très haut, tu
tu vois. Il vise à peu près les épaules parce qu'il sait qu'il va devoir être très compact pour finaliser. C'est presque en rubber guard, quoi. Enfin, c'est la hauteur de la rubber, ouais. Exactement. Et c'est parce que dans son mouvement, dans son setup, il monte très haut que tu as un bras, le bras de son adversaire qui est en dessous au final, tu vois. Qui est déjà en dessous. Et donc, à partir de là, le triangle, là, il voit le truc, le triangle est à 2 doigts, il continue à monter, il voit que le bras est passé derrière, enfin, qu'il est derrière quand il a voulu saisir ses 2 jambes, et il passe sur le triangle, tu vois. Mais c'est parce que déjà, à la base, sur sa guillotine, il avait déjà très bien travaillé. Il était déjà parti sur une guillotine avec des jambes très hautes pour pouvoir finaliser. Et ça lui a ouvert l'opportunité d'un triangle. Et franchement, son triangle, alors oui, ça prend un petit peu de temps, mais bon, le gars, après, il dort pendant longtemps, quoi, aussi. Ouais, c'est clair. Salement. Avant de passer au Factor X, moi, il y a un dernier petit, on va appeler ça défaut. C'est peut-être sa gestion d'énergie. Il peut se griller au premier round. C'est arrivé contre Soren Bach sur une tentative d'étranglement, et c'est arrivé contre Tony Ferguson aussi avec un trop haut volume de jeu. Et voilà, il a cherché à finaliser dans le premier round, et puis on a senti que dans le deuxième et troisième, il accusait un peu le coup. Donc il y a encore une fois, t'as les défauts de tes qualités. Et ici, que ce soit pour Chandler ou que ce soit pour Paddy Pimblett, tellement généreux qu'ils peuvent se fatiguer sur des actions où il y a peut-être une meilleure gestion à avoir. J'ai quand même l'impression que Chandler est un tout petit peu mieux préparé ou capable de performer dans la fatigue. Ouais. Mais voilà, et d'ailleurs ça fait une belle transition, sans faire exprès d'ailleurs, vers le Factor X. Pour moi, un des Factor X, c'est premier 5 rounds à l'UFC de Paddy Pimblett. Il a eu 4 combats prévus sur 5 rounds au Cage Warriors, dont 3 vont à la décision. Il en a gagné 1 sur les 3. Est-ce qu'on considère ça comme un Factor X avec un Chandler qui a un peu plus d'expérience sur 5 rounds récemment, ou voilà, ça fait pas spécialement partie de l'analyse, en sachant que l'un comme l'autre, c'est plutôt des mecs qui finalisent assez vite un combat, quoi. Écoute, moi j'ai marqué en gros 5x5, effectivement. Je sais pas si c'est un Factor X pour l'un ou pour l'autre, au vu au vu de leur premier round et au vu de leur approche des combats. J'ai l'impression quand même que sur ces derniers combats, et puis aussi le fait que Michael Chandler, c'est pas un combattant à prendre à la légère. Je pense que Paddy Pimblett sera un peu plus économe quand même. Sur le premier round, je ne pense pas qu'il va se dire je vais le terminer au premier, ou je vais comme il a pu se dire vis-à-vis de Tony Ferguson quand même. Ouais. Tu vois, je pense que Ferguson, au vu du nombre de défaites qu'il avait à la suite, je pense qu'il s'était mis en tête qu'il allait le finir au premier round, mais que c'est pas passé, parce que comme je l'ai dit au début, je pense qu'il avait quand même un Tony Ferguson qui était bien préparé et qui était pas là pour perdre, tu vois. Donc je m'attends effectivement, comme tu l'as dit, à ce qu'on ait un Michael Chandler un peu plus un peu compétent dans la fatigue, mais de l'autre côté, Paddy Pimblett, je pense qu'il sera un peu plus économe, et comme je le dis, il est tellement opportuniste qu'il pourrait, malgré la fatigue, trouver des ouvertures sur Chandler au sol, si ça va au sol. Ouais, voilà, un Factor X qui penche ni d'un côté ni de l'autre. Je sais pas si tu avais d'autres Factor X dans ce combat. C'était pas, voilà, on est relativement dans le top. On est sur 2 gars qui en général viennent de manière très bien préparée. Il n'y a pas un combat en altitude, ni une destination particulière. La diète, c'est vrai, quand on parle de Paddy Pimblett, d'un côté on a Michael Chandler qui toute l'année mange du riz, poulet, brocoli, et de l'autre côté on a un Paddy Pimblett qui sait pas ce que c'est. Je crois qu'on en a déjà parlé sur le podcast, le fait que Paddy vienne chaque fois bien au poids, et finalement physiquement contre Green, je trouvais ça très propre quand même. Je sais pas si ça peut mener à une certaine inquiétude d'avoir une diète qui est pas 100% bien gérée pendant les camps. Je sais pas trop, parce que tu vois, je suivais son diététicien. Ouais. Et le diététicien expliquait que c'était un peu calé leur suivi, qu'ils commençaient très très haut, mais qu'il était capable de faire des diètes en dessous de ce qui est recommandé, donc qui était, je crois, à 1800 calories par jour, et que ça descendait très bien. Ça fait pas beaucoup. Ouais. Mais en fait, ce que je me dis, c'est comment est-ce que tu t'entraînes de manière optimale avec si peu de calories. Alors, je sais que tu peux gérer tes macros pour quand même sentir l'énergie et avoir ce qu'il faut pour de bons entraînements. Mais ça me pose quand même question sur la capacité à produire des entraînements optimales
pendant Ok. ta diète, si toi t'es à 1800 et ton adversaire pendant ce temps-là il est à 2003 ou un truc comme ça pour C'est descendre, clair tu vois. que les entraînements sont pas. Je pense pas que les entraînements sont optimaux. Je pense Voilà. il est sur des entraînements qui permettent de redescendre de poids et et je pense qu'il doit être sur une basse intensité. Enfin, ça doit pas être Ouais, c'est ça. trop intense. Après, voilà, hein, de l'autre côté, si psychologiquement tu es capable de faire ça, t'as vraiment un gros regain d'énergie pour ton combat, tu vois. Parce que Ouais, 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 tu ouais. t'entraînes pendant 5 6 semaines avec très peu d'énergie et le jour du combat, bah, t'es rempli, tu vois. Ouais. Donc ça peut avoir un effet positif sur ce côté-là. Mais oui, moi je trouve pas que ce soit une bonne idée. Enfin voilà, le physicien disait que voilà, c'était lui qui gérait ça comme ça, et que ça lui convenait, on voyait où il en était aujourd'hui. Est-ce qu'il devra un petit peu changer au fur et à mesure? Peut-être, hein, peut-être, Bah, mais en fait, on va pas remettre en question une méthode qui fonctionne jusque-là. Il a un beau voilà, palmarès, il a toujours fonctionné comme ça et ça marche bien. mm, Mais allez, si on prend un step back et qu'on nous montre le régime alimentaire de Chandler versus celui de Patty Bimblett, sans dire lequel correspond à qui, tu vas dire bah lui s'entraîne d'une manière plus optimale sur les dernières semaines avant le combat plutôt mm. que lui. Et donc ça pose question quand même, peut-être qu'à un moment cet élément va montrer sa limite puisque bah, au niveau élite chaque détail compte et ça c'est peut-être un détail qui à un moment voilà va avoir son impact, on va dire, sur la performance. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors il y a peut-être un élément qui est un petit peu différent. Je crois qu'il vient d'être papa de 2 enfants il y a pas longtemps. Ouh, ça fait un petit temps là de jumelles. Ouais, ça fait un bout de temps. Ah, moi j'ai l'impression que elles doivent avoir 2 ans là, un truc comme ça. Ah ouais? Ouais, j'ai l'impression. Oh puis ouais, je suis à la bourre là. Ah, je pensais que c'était plus récent que ça. Mais non, sur sa diète, je m'inquiète pas. Sur les factories, je pense qu'on aura 2 gars qui seront bien. Donc, j'ai pas noté de factory X, moi, personnellement. Alors, je sais pas si tu te souviens, et ça me fait rire par rapport à ce que tu as dit dans l'intrigue du combat, mais Mhm. pour l'analyse de la revanche entre Chandler et Oliveira, je t'avais demandé si ça valait vraiment la peine de se casser la tête à réfléchir à un game plan pour Chandler, alors qu'il rentre toujours dans la cage comme une tête brûlée. Euh, Mhm. ça n'a pas vraiment changé, mais bon. Ouais, ici, t'as dit, il y a des gros fils rouges quand même pour Chandler quand t'affrontes Paddy Pimblett. Donc ma question, ça va être, quelle serait ton approche si tu étais Chandler et que tu avais à combattre Paddy Pimblett? Alors, Chandler, voilà. Écoute-moi, mon ami. T'as Regarde pas le fil grand-chose rouge à chez faire. Brian, là, Voilà. regarde, ça c'est un gros Il y a fil des rouge. gros Là. trucs. Facile, facile. Donc, le classique de Chandler, frapper son bras arrière au corps, puis après shifter pour un crochet à la tête. C'est un classique. On en a parlé ce week-end. Hein. Il est passé, il a été spammé par comment il s'appelle? Moreno contre Herseg. Voilà, par Moreno contre Herseg. Mais bon, c'est un classique qui est pas mal utilisé et qui passe très très bien, notamment sur Paddy Pimblett, parce que il y a eu un adversaire là, comment il s'appelle? Gordon, là, Gordon, ouais. ouais, qui l'a placé un nombre assez élevé de fois, tu vois. Mhm. Et sauf que Gordon, je ne pense pas qu'il ait la puissance de frappe de Michael Chandler. En tout cas, voilà, je pense pas que Paddy Pimblett va avoir fait les ajustements comme l'a fait Steve Herseg. Mhm. Donc ça, pour moi, tu peux le spammer, Michael. Tu peux le spammer, tu peux enchaîner, tu peux frapper 2 fois au corps ou des trucs comme ça, remonter à la tête, doubler à la tête s'il faut. Mais ça va être ce que tu dois faire. Ensuite, je pense qu'il doit être capable de punir les low kicks. Je pense qu'on va avoir un Paddy Pimblett qui aura vu je sais pas moi, Charles Oliveira qui a mis des calf kicks avec un Chandler qui a fait un 360 degrés, tu vois. Il va se dire, écoute, moi aussi je vais faire la même chose que Que mon que ce ami Chucky Brésilien. Olives. Et là, il faut le punir parce que ce gars-là, il envoie ses trucs avec le menton à la fenêtre. Il faut le punir sur les low kicks. Il faut lui faire très mal. Et on l'a vu, hein, il est comme ça. Et je vois très très bien Michael Chandler être capable de pouvoir allumer ou le corps ou la tête, peu importe, hein, c'est pas un problème, de notre ami Paddy Pimblett. Je pense aussi ensuite qu'il ne doit pas aller au sol. Pas de double leg quand tu as notre ami Paddy Pimblett qui commence à vaciller, pas de... Voilà, tu restes loin du sol, tu te relèves, tu mets des kicks dans les jambes, des butt kicks s'il faut, et tu dis de se relever, et tu continues à spammer toutes ces frappes-là. Voilà, c'est juste ça. Pas plus, pas moins, juste ça.
Ouais. En fait, avec Chandler, il faut pas spécialement réinventer la roue. Tu regardes ce qui fonctionne dans son arsenal et tu fais en sorte qu'il l'utilise pendant le combat. Écoute, moi, je te rejoins. Je pense que, encore une fois, si tu reprends les défaites de Paddy Pimblett dans sa carrière, bon, la première, elle est beaucoup trop lointaine contre Cameron Hells. Mais si tu regardes sa défaite contre Narimani, c'est quelqu'un qui a réussi à imposer son physique, sa lutte et du contrôle. Donc, tu te dis, OK, sur papier, c'est quelque chose que Chandler pourrait faire, mais c'est pas ce qu'on recommanderait parce que Chandler a aussi tendance à se mettre en difficulté quand il va au sol par ce manque de contrôle justement. Donc autant le côté physique, la lutte de contrôle peut-être, mais je pense pas que ça passera. Et l'autre défaite de Paddy Pimblett, alors certes il se grille sur une tentative de 2 minutes d'étranglement arrière à la fin du premier round contre Soren Bak, mais après tu sens qu'il subit un Soren Bak qui le boxe à pression. Et autant Chandler ne serait pas capable de mettre une pression avec autant de volume et autant de combinaisons, autant le côté mettre Paddy Pimblett sur son pied arrière et puis exploser avec sa boxe rapide, ben voilà, ça rejoint ce que tu as dit. Je pense que prendre le centre et exploser. Alors moi, ce que je m'étais dit, c'était peut-être essayer de trouver un moyen de pouvoir changer les cadences. Tu vois, tu vas envoyer 2 fois ton shift, enfin ta combinaison en shift sur une cadence plus lente que ce que tu es capable de faire. Paddy Pimblett va se sentir à l'aise sur son rythme pour désengager, parce qu'il désengage beaucoup défensivement. Et à un moment, tu mets exactement la même combinaison, mais 15% plus rapide. Sur la vitesse, ça surprend, et c'est là où tu vas chercher ton KO. Ouais, moi je suis d'accord. Pour Paddy Pimblett, c'est peut-être même plus intéressant de se pencher sur la question. Moi, j'ai personnellement besoin de le voir aborder un combat de manière stratégique, avec une stratégie bien réfléchie, et montrer une capacité de s'y tenir et d'implémenter cette stratégie correctement. Quelle serait la stratégie que tu mettrais en place contre Chandler? Alors, je dirais, ben voilà, tu boxes, et puis après tu mets tes mains comme ça, voilà, et t'attends que Chandler mette la tête dedans, et puis tu l'étrangles, quoi, voilà, et juste ça. Non, écoute, Non. mais on pourrait avoir à ce moment-là, hein, clairement. On pourrait, ouais, un petit panier de basket. Viens ici. Voilà, dès que ça arrive, hop. Écoute, je pense que il doit entamer ce combat-là en gardant le combat à distance, en utilisant ses jabs, ses front kicks, sans mettre trop de pression, aller attraper Michael Chandler au corps dès qu'il se rapproche un petit peu trop. Ouais. Voilà, et peut-être l'emmener vers la cage. Et effectivement, à la cage, je pense que même dos à la cage, Paddy Pimblett a vraiment énormément d'armes pour pouvoir rendre problématique la lutte à la cage de Michael Chandler. Donc, il est connu pour ça, hein, les triangles à la volée. Je pense qu'il est capable de prendre les guillotines. Je pense qu'il est capable de prendre des darts. Et sur ces tentatives de soumission, je pense qu'il est capable de prendre le dos aussi, tu vois. Ouais. Donc, moi, je pense qu'il doit créer des situations de grappling et de scramble dans lequel il pourra exploiter un jeu de soumission, et en particulier, je pense, sur le haut du corps. On a quand même Michael Chandler, on en a parlé, hein, il a un sacré physique, il a des belles épaules, et les belles épaules, bah, ça va dans le cou ici, dans l'artère, et ça peut se faire étrangler assez facilement. On a vu que son système défensif, alors, effectivement, il sort d'une situation de dos de Charles Oliveira, mais Charles Oliveira, ça se voit qu'il n'a pas été formé par comment il s'appelle, des squads, mince, par John Danaher, tu vois, il a le bras, il a pas de bras qui contrôle, et donc il tourne rapidement dans une situation où il se sentait à l'aise. Mais je pense qu'un Paddy Pimblett bien préparé à contrôler le dos, il bougera pas, il sera capable de l'étrangler. Ouais. Donc voilà, moi je vois vraiment un Paddy Pimblett être capable de pouvoir soumettre Michael Chandler. Ouais, mais j'aime bien tout ce que tu as dit. Honnêtement, moi de mon côté, j'avais dit beaucoup bouger pour avoir de l'espace pour désengager, puisque c'est son système défensif de base, et face à quelqu'un qui shift, tu dois faire en sorte qu'ils doivent shifter de plus en plus loin pour surengager. Ouais. Et quand ils surengagent, alors on a vu Paddy Pimblett contrer King Green
en faisant un step back et puis en mettant son bras arrière. C'était plutôt pas mal. Ouais. Quand Chandler, c'est peut-être risqué de le faire, mais si à un Ouais. moment il se sent vraiment à l'aise sur le timing à partir du, je sais pas moi, la fin du deuxième round, du troisième round, ça peut faire partie des armes. Mais voilà, sinon j'avais mis jouer de sa taille, donc piquer avec des front kicks notamment pour essayer d'un peu frustrer Chandler en mode ok, bah, en pied-point il me touche, j'arrive pas à le toucher, je viens de lutter. Et puis quand ça lutte, il faut essayer de prendre dans un scramble une position intéressante, quoi, aller chercher le dos ou prendre le contrôle, ce qui est pas impossible. Je pense même que Chandler, il y a moyen de le renverser une fois que c'est au sol. Il y a tellement d'espace. Ouais, c'est possible, hein. Mais c'est vrai que tu vois, par exemple, si le... Alors, mettre au sol Chandler, je suis pas très sûr, mais dans la volonté de Michael Chandler à reprendre une position dominante, à être au-dessus, je pense que ça, il doit l'exploiter Ouais. pour trouver une soumission, tu vois. Ouais, Et ouais, ça, tout à fait. je suis sûr qu'il en est capable. On l'a vu sur pas mal de situations, donc ça lutte, ça scramble, l'autre essaie de revenir au-dessus. Pendant qu'il essaie de revenir au-dessus, il va contrôler un poignet, chercher un triangle, ou recomposer et tout. Ouais. Ouais. Alors, tu parlais d'un combat d'il y a longtemps, Nad Narimani. Je ne pense pas que Michael Chandler ira étudier un peu ce combat-là, mais en tout cas, Nad Narimani avait montré des manières de rendre un petit peu stérile le grappling sur le dos de Paddy Pimblett. C'était un combat qui était pas extrêmement sympa. Enfin, Non, il n'y avait pas beaucoup d'action. terrible. Ouais, C'est de on appelle ça de l'anti-grappling. ouais, il y avait vraiment de l'anti-grappling de la part de Nad Narimani. Il avait trouvé un véritable chemin de victoire. Et c'était assez frustrant parce qu'on avait un Paddy Pimblett qui n'avait pas de solution, tu vois. Qui tentait de pouvoir récupérer des choses, mais il n'y arrivait pas. C'était bloqué. Ouais. Et c'est clair qu'on aurait un Michael Chandler qui viendrait bien préparé, qui serait capable de suivre des plans. Il y aurait pas du 50-50, ce combat n'aurait même pas lieu, je pense. Ouais. Je pense qu'il est largement supérieur et qu'il y a juste ce facteur, tu vois, ce facteur particulier, ce fight IQ de Michael Chandler qui fait qu'on est aussi indécis sur l'issue du combat. Hein. Ouais, bah, je suis 100% d'accord avec toi. C'est dingue quand même. C'est quand même dingue. Hein. Bah, ça nous fait une belle transition pour les pronos, mais avant nos pronos, on vous rappelle que si vous avez besoin d'une solution facile et efficace pour votre eau et ou que vous cherchez une super marque de compléments alimentaires, Fight Minds est ambassadeur des marques Oco et Nutrimuscle. On a des codes promo, c'est en description de la vidéo. Pour le moment, Nutrimuscle est à moins 15% au lieu du classique moins 5%, donc c'est le moment. PS, tu seras peut-être d'accord avec moi, peut-être pas, tout le monde ou presque devrait consommer de la créatine, que ce soit pour les sportifs ou non sportifs. Il y a de plus en plus d'études qui sortent là-dessus, donc foncez, hein, c'est le moment. Ok, prono. Selon notre sponsor Unibet.fr, le Scouser est favori à 1,61 contre 2,20 pour Chandler, donc on est discrètement plus serré qu'un 60-40. Pour rappel, notre communauté, on est à 50-50. Quel est ton positionnement là-dessus, Brian ? Bah écoute, je pense que la communauté a raison. Je pense qu'on a une très bonne communauté au niveau des votes, parce que moi, je vois un combat, enfin comme vous avez pu entendre dans la description, je vois un combat vraiment 50-50. Je vois des armes des deux côtés, la capacité de Michael Chandler d'éteindre le Scouser et la capacité de Pimblett de soumettre Chandler, quoi. Ça, c'est vraiment ma vision. Et je vois pas comment... Ouais, pour moi, c'est vraiment pile ou face, quoi. Alors, clairement, Michael Chandler, il débarque, il fait n'importe quoi. L'avantage Pimblett est... Oui, je peux voir Pimblett favori. Au vu des derniers combats, clairement, je comprends que Pimblett soit favori. Étonnamment. Ouais, en fait... Je suis arrivé dans le podcast pour une fois, cette partie-là, je l'ai pas préparée. Je me dis, j'arrive pas à pronostiquer. Peut-être que la discussion avec Brian va me faire pencher d'un côté ou de l'autre. Et honnêtement, j'arrive pas. J'ai regardé d'abord les combats de Pimblett et je me dis, ok, il y a vraiment une progression chez lui. Mais je vois aussi beaucoup d'ouverture pour qu'il se fasse éteindre. Comme on l'a souligné, ses défenses en pied-point, c'est pas encore ça. Il est encore fort généreux, donc il peut vraiment se faire connecter. Et même s'il y a cette expression que les Scousers se font pas mettre KO, je suis pas certain. Tu vois, je suis pas certain que s'il prend la frappe de Dan Hooker, je pense pas qu'il prenne juste un knockdown, tu vois. Oui, mais que Chandler a mis sur Dan Hooker. Voilà. Parce que c'est clairement le genre de situation, je peux le voir arriver, tu vois. Ah bah, exactement. Un Hooker qui est fort, un Paddy Pimblett qui est fort sur l'extérieur, et Chandler qui attend, qui rebondit, qui explose, ça connecte.
ouais, je peux le voir venir, quoi. Mhm. Et puis de l'autre côté, je regardais les combats de Chandler et je dis, je peux pas lui faire confiance. Je peux pas avoir confiance en une victoire de Chandler. Donc c'est vraiment difficile à pronostiquer. Donc Mhm. Alors si on regarde sur ce qui se fait, on a encore régulièrement eu des combats où l'UFC a envoyé un petit peu trop tôt des combattants dans le top, ouais, tu vois, t'as ça aussi, ouais. et où ça n'est pas passé, hein. C'est vrai que Bien- l'arrivée dans le top de Paddy Pimblett, tu regardes, bon, ses premiers combats à l'UFC, c'est contre des gens qui sont plus vraiment ou pas vraiment crédibles. Encore une fois, sans manquer de respect, mais c'est pas de l'opposition qui te qui te donne confiance sur le potentiel de l'adversaire. C'est juste des gars du Mhm. bas de classement que tu bats bien. Tony Ferguson, bah, il était en déclin, alors il est venu bien préparé, certes, ça n'empêche que c'est une victoire que Paddy Pimblett devait prendre. Et puis King Oui. Green, voilà, c'est pas une mauvaise victoire en soi, pas du tout une mauvaise victoire en soi. King Green avait beaucoup moins de volume debout, donc ça reste un indicateur, tu vois, peut-être que c'est difficile de boxer contre Paddy Pimblett. Il a été très opportuniste, donc fine. Mais voilà, on est toujours à se poser la question. On n'est pas, enfin, il me convainc de plus en plus, mais je suis pas encore convaincu à 100%. Et encore une fois, Chandler, c'est le meilleur nom à prendre pour Paddy Pimblett pour arriver dans ce top 10. Ah bah C'est oui, vraiment ça. ah bah C'est comme ça que je clairement, le lis, tu vois. Donc, ah bah clairement, ouais, au niveau des codes de Paris, oui, clairement. j'arrive pas à me positionner sur ceux-là. Par défaut, étant donné que je vois ça comme un potentiel 50-50, en termes de pari, je pense que la valeur est sur le 2,20 de Chandler. Mais encore une fois, et comme on a eu il y a 2 semaines avec Molly McCann, c'est est-ce que je trouve qu'il y a de la valeur sur sa cote, certes. Est-ce que de là à me À lui positionner, faire confiance, ouais. voilà, de là à lui faire confiance pour une victoire, je sais pas trop. Je sais pas trop. Hmm. Donc, Écoute, moi voilà, bon. je pense qu'effectivement, bah, la valeur elle est sur Chandler d'office. Euh, mais ouais. Moi je me positionnerais plutôt. Non, j'aimerais rien me positionner dessus. Bon, bah, Je pense que amis, ça va être un combat qui va, voilà, on va dire ah bah ouais, je l'avais dit que l'un ou l'autre gagne, on l'aura dit, tu vois. ouais. Soit ça. Je vois pas un combat où ce soit la guerre et enfin non, je vois Bon, vraiment. on va résumer ça comme ça. Au même titre que un la combat phrase que chaud. je dis de temps en temps par rapport aux feintes, si tu feintes et que ton adversaire n'a pas de réaction Ouais. est une réaction. Oui. Ici, le fait qu'on n'ait pas de pronostic, ouais, c'est une information que c'est un Oui, pronostic. voilà. Voilà. Ok, dernier sujet, on switch sur l'UFC qui arrive, parce que là on a pris une semaine d'avance sur l'analyse du co-main event de l'UFC 314. Ce week-end, il y a un petit Fight Night qui passe sous les radars, et Brian, je me dois d'être honnête ici, ça passe sous les radars à raison, selon moi. J'aime beaucoup le main event entre Josh Emmett et Liron Murphy, sans que ça soit un combat que j'attends avec impatience. Le reste de la carte est tiède pour moi, tiède dans le sens ça me fait ni chaud ni froid, à l'exception d'un méga banger. Donc on va d'abord parler du main event, avant que notre audience ait le temps d'aller sur Tapology, essayer de deviner mon banger de la semaine. Donc voilà, Emmett contre Murphy, c'est intriguant. Il y a un côté vétéran prouvé, dangereux, qui a de la pure dynamite dans les points. De l'autre côté, on a le gars invaincu qui monte progressivement, qui se montre très technique et propre dans son approche. Le combat typique avec un gars qui devrait prendre ses minutes et son adversaire qui doit capitaliser sur des moments. Quel est ton read sur ce main event en 5 rounds? Bah écoute, sur le plan sportif, je trouve ça très très bien pour Liron Murphy. Hein. Son dernier combat, c'était contre Dan Higg. Ouais. Et ça a été un combat qui est, enfin voilà, hein, si vous vous rappelez du premier round, Pas facile. pas facile. Hein. Moi personnellement, j'aurais vu, je me rappelle plus exactement, mais je me demande si j'aurais pas vu une égalité. Hein. On était pas loin du 18 au premier round, non? Ouais, c'est ça, exact. Et sa capacité à revenir, de prendre les 2 derniers rounds avec de la lutte, c'était voilà, c'était intelligent, mais c'était un combat très difficile. Je pense que sportivement parlant, là, il doit prouver face à un gros cogneur aussi, en Josh Emmett. On a un Josh Emmett qui doit aussi prouver et qu'il est encore présent. Parce que voilà, ça fait longtemps qu'il est dans le top de la division. Il vient d'avoir 40 ans. Et voilà, bon, sa dernière victoire, hein, c'est Brice Mitchell. Hein. Donc, Ça remonte à il y a longtemps, c'était décembre 2023 quand même. Ouais, mais elle a bien vieilli. Ça fait 1 an et quelques. Donc bon, à ce niveau de la compétition, je pense que le ring rust, il va pas se faire ressentir. Mais parce qu'il a eu un gros arrêt suite à sa défaite contre Jeremy Stevens, hein, non? Ah non, 1 an aussi.
Non, non, ouais. Un an. Il est pas, en fait, il est juste pas des plus actifs. Il combat comment on dit, avec une fréquence 2 combats par an régulière. quasiment. Mais voilà, c'est ça. C'est juste que l'espace entre chaque combat est long, mais il n'y a pas spécialement un espace super long entre deux combats particuliers, quoi. Ah, mais si tu regardes Jeremy Stevens, donc après Jeremy Stevens, il a mis 1 an, puis il a fait 2 combats, un en mars, un en juillet, puis après, il a recombattu 1 an après, donc c'était en 2019, donc en juin 2020, contre Burgos. Après, il en a fait un 6 mois après. Non, 1 an et demi après, si je dis des bêtises. Donc Shane Burgos, il a mis 1 an et demi. Et après Shane Burgos, décembre, 7 mois. Et 7 puis maintenant, mois, un peu plus d'un an de nouveau. Il nous fait comme Arnold Allen, quoi. C'est quelqu'un qui est dans le top, 8 mois. qui combat pas souvent, quoi. Ouais. Non, qui combat pas souvent, ouais, clairement. Donc, c'est très bon test pour Liron Murphy. Je pense que pour Josh Emmett, le combat a vraiment du sens sur le plan sportif. Ouais, 100%. Vraiment du sens. Je pense que moi personnellement, je vais regarder le combat. Ça m'intéresse quand même. Je pense qu'on pourrait avoir un Josh Emmett qui fasse un peu plus que Dan Ige, qui soit capable de mettre KO clairement son adversaire. Ouais. Et puis de l'autre côté, il y a vraiment cette intrigue et on a un Liron Murphy. Voilà, qui a encore des choses à prouver. Il n'est pas en train de tracer sa route et de rouler sur la concurrence. Hein. Oui, et puis je me demande à quel point, tu vois, parce que là, sa lutte, c'était un peu la solution back pocket contre Ige. Il a aussi pas mal lutté contre Barboza, mais il a très bien striké aussi, hein, attention. Ouais, bien sûr. Ici, je suis pas certain que Emmett soit si simple que ça à mettre au sol, et donc il sera peut-être contraint de devoir avoir une dynamique de combat un peu comme Qatar contre Emmett, qui était un combat que j'aimais beaucoup. Qatar qui a dû aller tenter de chercher la victoire au volume. Emmett qui avait vraiment ces gros moments qui frappaient très dur et qui était pas nulle part non plus en termes de volume. C'est un combat appréciable à regarder. Je pense qu'ici sur papier, ça a des similitudes. Donc voilà, comme je disais, c'est pas le combat que j'attends avec impatience, mais je vais le regarder parce que je sais que je vais l'apprécier. Ouais, c'est ça. Et puis clairement, moi personnellement, je vais regarder parce que j'ai envie de voir un peu Liron Murphy, ce qu'il est capable de faire, si on va pouvoir compter sur lui dans le top de la division pour les prochaines années. Je pense sincèrement qu'on va pouvoir compter sur lui. Mais voilà, là c'est un gros test. Il a le style anglais qu'on aime bien, donc Ouais, clairement en phase de progresser. Alors Brian, avant de te passer la main sur ce qui t'intéresse en dehors de Murphy Emmett ce week-end, as-tu deviné le combat que j'attends quand même avec une grande impatience? Alors, qu'est-ce que ça pourrait être Davy Grant? Ouais. C'est ça? Ouais, évidemment. Ouais. Davy Grant contre Daniel Santos. Davy Grant, moi, je le kiffe à mort, depuis toujours. Ça fait partie de ces profils dont on parlait la semaine passée. Profil très engagé, assez technique, qui veut que le combat progresse, peu importe dans quelle situation il est. Large arsenal technique dans tous les aspects du jeu, capable de nous surprendre n'importe quand, n'importe où, et qui est fondamentalement jamais dans un combat ennuyeux, même face à un adversaire qui cherche à le bloquer. Donc ce genre de profil, j'aime beaucoup. Et Daniel Santos, de l'autre côté, c'est un profil assez agressif, dur au mal, vraiment très dur au mal, qui va rien lâcher jusqu'à la dernière seconde. Pour moi, ça c'est vraiment un combat pépite. Merci à l'UFC pour le matchmaking, parce que c'est pas des noms dont on parle souvent, mais voilà, on est, je sais pas moi, entre le top 20 et 25 des bantamweight là, et c'est une chouette division, ça va nous offrir un beau combat. Pour moi, ça c'est mon petit fight of the night. Ouais, écoute, moi ça fait partie des combats que j'avais notés. Effectivement, Davy Grant, c'est vraiment un combattant assez sympa à regarder, très grand pour la division. Je pense physiquement, il paraît costaud pour un 61 kilos. Ouais. Et je connais pas trop son adversaire, Si tu veux te faire plaisir, tu peux aller regarder son combat contre Culibao. Vraiment sympa. D'ailleurs, si vous connaissez pas les deux combattants, allez regarder Daniel Marcos contre Culibao, et je dirais, même si c'est une défaite, le premier combat entre Davy Grant et Marlon Vera. Ils sont affrontés 2 fois. Les 2 combats étaient chouettes, mais le premier particulièrement. Donc voilà, si vous voulez vous chauffer à regarder ce combat et que vous n'avez que, je sais pas moi, 30 minutes devant vous, voilà, vous regardez ces 2 combats et vous allez comprendre pourquoi je l'attends avec impatience. Donc, il affronte Daniel Santos, c'est ça? Ouais. Et contre qui tu dis de regarder? Culibao, non? Son avant-dernier. Il a que 3 combats à l'UFC, un truc comme ça, non? C'est son surnom, Culibao? Attends. Alors, je confonds pas quand même. C'est Daniel Willy Cat Santos. Castaneda.
presque, contre Castaneda. Ok, Bah, ok. c'est quelqu'un d'autre. C'était le C, je sais pas, le nom commence par un C. Ça aussi. va. Contre Castaneda, pardon. Ça Autant pour marche, moi. ça marche. Mais en tout cas, ouais, je vais peut-être me chauffer en regardant ce combat-là. Ouais. Et sur les autres combats, alors? Ouais, qu'est-ce que t'as, toi, dans ta liste? D'office, moi, dans les combats que je vais regarder qui m'intéressent, ça va être Rhys McKee. Donc, Ouais. c'est un combattant que on a pas mal suivi au Cage Warriors, Mhm. qui a à nouveau une chance à l'UFC. C'est Ouais, deuxième run. deuxième chance. Je sais. Ouais. Voilà, c'est un gars qui est vraiment généreux. On parle ouais, qui est assez étonnant parce que ouais, trop fort pour le circuit européen. Ça a du mal à passer à l'UFC, mais il a vraiment été testé dès le départ avec des match-up très compliqués. Hein. Khamzat, ses débuts, hein. Ouais, Khamzat, c'était un En short notice en plus. Ouais. Voilà. Et puis après, je crois que c'est des défaites à la split, c'est possible. Bah, il a combattu à l'UFC Paris 2 contre Ange Louza, si je dis pas de bêtises, et effectivement une défaite, c'est peut-être pas à la split, mais c'est un 29-28 quoi, où il revenait dans le dernier round, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc c'est un combattant. Alors moi c'est personnellement, hein, je sais pas si vous allez apprécier, mais moi j'ai beaucoup aimé ces combats au Cage Warriors. Ah non, il est revenu depuis quelques temps en fait. Hein. Il avait pas un super combat contre Perry Goodwin lui au Cage Warriors. Vraiment fun à regarder. Ouais, c'est possible. Mais là il doit gagner ce combat-là parce qu'il est déjà sur 2 défaites sur sa deuxième signature. Hein. Il est ouais. Il y a vraiment ces mecs-là hein, qui sont trop forts en dehors de l'UFC et puis ils arrivent à l'UFC et tu sais pas si c'est le matchmaking qui fait que ou s'il y a un coup de pression qui fait que leur niveau diminue une fois à l'UFC, mais ouais, il fait partie de ces profils-là. Enfin voilà, moi c'est personnel, hein, j'attends pas grand-chose autre chose qu'un combat et un mec que je suis depuis longtemps. Après j'ai noté Brito qui m'intéresse contre Sabatini. Ça peut être que fun, ça. Ça peut être fun. Ouais. Je pense que Brito devrait passer ce combat-là. Je sais pas où sont les cotes, mais ça devrait être un combat relativement à l'avantage de Brito. Et puis, celui qui m'intéresse aussi, c'est le Suisse, Robert Valentin, qui avait combattu au Ares. Ouais, qui a combattu à l'ARES et qui combat contre le Maître Cube, qui est passé 3 fois au Contender Series avant de signer. Donc, c'est le recordman du Contender Series. Et 3 victoires en plus, hein. Ouais. Brito est favori à 1,44. C'est, 65-35 quoi. Ouais, ça m'étonne pas ça du tout. Et où est-ce qu'il est, Martin? Robert Valentin? Robert Valentin, tu regardes la cote? Ouais, Torres Fine. Non, le Torres Fine, là, 10-0. Je pense que lui est favori aussi. Ah, et 3-0. Ouais. 3-0 au Dana White Contender Series. Ça a mis du temps à le signer. Ouais, c'est vraiment un maître cube, hein. Il est tout petit, il est tout carré, et il est favori à 1,38 contre Robert Valentin, donc, ouais. Donc voilà, écoute, donc ça c'est les petits combats que je vais regarder sans prétention non plus, tu vois, pour le plaisir quoi. C'est marrant, on avait exactement la même liste, exactement. Donc rien à ajouter, rien à enlever. Voilà, comme je dis, c'est pas la carte de l'année. Il y a toujours un intérêt particulier, que ce soit personnel pour Rhys McKee, comme tu l'as dit. Je pense que les 2 gros bangers, on les a cités. Brito contre Sabatini, ça peut être vraiment fun. Davy Grant contre Santos, ça peut être vraiment fun. Et voilà, pour le narratif, voilà, Robert Valentin, j'ai commenté un de ses combats à l'ARES, donc il y a le côté proximité. Et puis Torres Fine, il y a ce côté marrant sur la morphologie un peu atypique et le côté fun du gars qui a vraiment dû passer 3 fois au Contender Series pour convaincre Dana White. Donc voilà, parfait. Brian, un tout grand merci à toi. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'à maintenant. Pensez à vous abonner, à mettre des 5 étoiles si vous êtes sur les applications de podcast. Un petit commentaire pour le référencement. Et à très bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao.